Hello everyone, and welcome for our event organized in partnership between INBO, the International Network of Basin Organization, and the Sahara and Sahel Observatory. We will already today address the issue of from incubation to financing for adaptation, developing 100 water and climate projects for Africa. And we start in introduction with Mr. Eric Tardieu for the opening remarks. Eric, you have the floor. Donc Éric Tardieu, le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin, et nous sommes très heureux avec l'Observatoire du Sahara du Sahel de vous souhaiter la bienvenue pour cette session dédiée à une initiative appelée 100 projets eau et climat pour l'Afrique, lancée en 2017 et dont nous souhaitons aujourd'hui vous présenter les développements. Pourquoi l'Afrique ? Je vous propose de rebalayer les éléments concernant l'Afrique dans le dernier rapport du GIEC, donc l'Afrique et les impacts déjà ressentis en matière de changement climatique, parmi les plus forts à l'échelle mondiale, bien entendu, augmentation des sécheresses parmi les plus fortes, élévation du niveau de la mer parmi les plus fortes, augmentation de la température de surface supérieure à la moyenne mondiale, augmentation des extrêmes de chaleur, aggravation des conditions météorologiques favorables aux incendies et des spécificités régionales ou des gravités régionales particulières. Nabil Bengatra tout à l'heure parlera notamment de la région méditerranéenne, mais si on parle de l'Afrique de l'Ouest, on voit notamment s'accroître la fréquence des crues, tandis qu'en Afrique centrale, on connaît une diminution des précipitations moyennes. Tous ces éléments confortent donc la nécessité d'avoir des outils de financement de projets d'adaptation au changement climatique en Afrique pour répondre à ces besoins croissants, pression du changement climatique qui s'ajoute elle-même à des pressions classiques déjà existantes, l'urbanisation, l'accroissement démographique, le développement économique et agricole. Comment donc accélérer l'émergence, la maturation de projets d'adaptation au changement climatique? C'est l'objet de cette session. Les projets d'adaptation en matière d'eau ont la plupart du temps besoin de subventions et non pas de prêts. On y reviendra, c'est l'un des obstacles. On sait bien par ailleurs que les financements multilatéraux en matière d'adaptation au changement climatique mériteraient davantage de rationalisation, d'harmonisation en matière de normes, en matière de procédures d'accréditation des entités nationales, par exemple, en matière d'approbation de projets, d'approbation de programmes. Et nous travaillons avec le Fonds vert pour le climat ou le Fonds d'adaptation qui permettent de progresser dans ces directions. Nous savons aussi que les capacités institutionnelles, organisationnelles des acteurs qui doivent être les bénéficiaires de ces projets méritent d'être renforcées pour l'identification des projets, pour l'instruction, le montage de ces projets et la construction de projets qui soient également en cohérence avec les priorités nationales en matière d'adaptation. Ce sont des difficultés pas totalement évidentes à lever. Évidemment, il y a toujours l'enjeu de la connaissance technique d'un contexte, la mesure des effets du changement climatique, la mesure et la connaissance des ressources en eau, des impacts tels qu'ils sont perçus, et tous ces enjeux doivent être relevés pour pouvoir monter davantage de projets et monter plus rapidement des projets. Et nous croyons que l'action publique internationale, nationale, locale, peut être valorisée et nécessaire pour accroître l'émergence de ces projets.
Et c'est ce que nous avons essayé de construire à travers donc, cette initiative de 100 projets eau et climat pour l'Afrique, qui vous sera présentée aujourd'hui, à la fois dans son architecture d'ensemble, mais aussi dans son application à travers les projets concrets qui ont pu être développés ou qui sont en cours d'instruction. Et c'est pour nous important de vous présenter aujourd'hui cet état d'avancement de l'initiative de façon à ce que de nouveaux projets puissent être collectés et soutenus. Voilà, je m'arrête là pour redonner la parole à notre modérateur et nous allons entrer dans le vif du sujet grâce à nos intervenants que je remercie par avance. Édouard, the floor is yours. Merci Eric. Nous allons tout d'abord commencer avec un keynote speech. Nous allons commencer avec un orateur principal. Monsieur Nabil Ben Katra nous fait l'honneur de participer à cet événement et d'intervenir en tant que secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Nabil, l'OSS est un acteur important de la gestion des ressources en eau en Afrique. Et d'après vos expériences, quelles seraient les leçons à tirer de cette initiative d'incubation 100 projets eau et climat pour l'Afrique? Nabil, vous avez la parole. En attendant l'affichage de la présentation, voilà, elle est là, c'est bon, parfait, merci. Je voudrais tout d'abord remercier l'OIO d'avoir associé l'OSS à l'organisation de cette importante rencontre, mais au-delà de cela, de l'avoir associé à l'initiative sur l'incubateur de 100 projets climat et eau. Je voudrais également remercier tous les participants d'avoir choisi d'être parmi nous avec la multitude d'événements qui se réalisent en ce moment au niveau de la COP. Donc, merci d'être venus. Alors, l'idée de ma présentation portera sur les leçons apprises de l'exercice des activités de l'OSS sur les questions liées à l'eau en Afrique d'une manière générale. Je ne sais pas comment faire pour passer les diapositives. Donc, ça va être à travers ce... OK, parfait, merci. Alors, rapidement, parce que les conférences des parties, c'est fait aussi pour faire connaître les institutions. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'OSS, c'est 26 pays africains membres, les pays de l'Afrique du Nord, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. 7 pays membres du Nord, Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Luxembourg et Suisse, des organisations sous-régionales africaines, et des organisations du système des Nations Unies, avec également avec nous au niveau même de notre conseil d'administration des ONG. Alors, les missions de l'OSS, c'est d'appuyer les pays membres africains dans la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique particulièrement défavorable. Notre mission clé, c'est d'être une plateforme de partenariat nord-sud-sud, de constituer une interface d'articulation sciences politiques et d'être un instrument de collaboration à la disposition des pays. Alors, la stratégie actuelle de l'OSS, validée l'année dernière par notre Assemblée générale, structure nos activités autour d'un programme scientifique et technique constitué de 4 volets, un volet sur le climat, un autre sur la biodiversité, un volet terre et un volet eau. Et ce programme scientifique et technique est accompagné par des programmes transversaux, veille et prospective, communication et information et renforcement des capacités. Mais c'est un découpage qui nous permet de travailler, d'avoir des départements qui travaillent sur les questions, mais souvent nous avons des projets qui abordent l'ensemble des thématiques en même temps. Alors, pour parler des ressources en eau en Afrique, le continent africain est doté d'importantes ressources en eau. Il y a les eaux souterraines, on compte 83 systèmes aquifères transfrontaliers qui disposent de 660 millions de milliards de mètres cubes. Donc c'est une quantité très très importante et nous allons voir tout à l'heure la problématique liée à ces ressources-là. Il y a aussi des eaux de surface. Nous avons 80 bassins fluviaux avec 4 000 milliards de mètres cubes par an d'eau disponible. Alors, cette disponibilité des ressources en eau est caractérisée aussi par la vulnérabilité et l'inégalité de la répartition. D'une manière générale et ramassée, au niveau de l'Afrique du Nord, nous avons
plutôt des ressources en eau souterraines, avec ce que cela implique en termes de mobilisation de la ressource, parce que souvent ce sont des nappes profondes, et puis de temps en temps avec des problématiques liées à la salinité. Les ressources en eau de surface sont plutôt disponibles en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et en Afrique équatoriale. Et également, les ressources en eau au niveau, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest sont disponibles dans les bassins fluviaux, mais les capacités, que ce soit des populations, que ce soit des institutions, fait qu'il y a encore des difficultés en termes de valorisation de ces ressources en eau, parce que mobiliser l'eau et l'accès à cette ressource reste crucial et exige la mobilisation de ressources humaines sur le plan technique, mais aussi de ressources financières, d'où d'ailleurs l'idée et l'objectif de ces 100 projets au climat en Afrique. Alors, on disait que la disponibilité de la ressource en eau dépend des régions. La variation de la pluviométrie en Afrique va de 100 mm à plus de 4000 mm. L'eau est disponible et la situation en fonction des pays, elle est pénurie d'eau lorsque la quantité d'eau de mètres cubes par habitant par an est inférieure à 500 mètres cubes. C'est le cas par exemple de la Tunisie, mon pays, donc c'est un pays en situation de pénurie d'eau. Il y a des pays qui sont caractérisés par le stress hydrique, donc la valeur est entre 500 et 1000 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Et puis, il y a aussi des pays qui sont vulnérables et certains vivent aussi un confort en termes de disponibilité de ressources en eau, c'est notamment les pays de la zone équatoriale. D'une manière générale, le chiffre moyen de l'accès à l'eau potable est de 70% pour la population. Et en termes d'assainissement, la moyenne globale du continent est de 45% de la population. Alors les problèmes et défis actuels du secteur de l'eau, c'est tout d'abord l'augmentation et l'intensification des événements extrêmes. Donc c'est la pluviométrie qui vient avec des pluies torrentielles parfois au niveau de certaines zones, mais dans d'autres régions, c'est plutôt les sécheresses et les sécheresses prolongées. Donc d'une manière générale, le continent africain va être le continent qui sera le plus affecté par le changement climatique. Si rien n'est fait, le continent africain aura une augmentation de température de l'ordre de 4 à 5 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle. Donc actuellement, si rien n'est fait, on va plutôt vers 2,7 degrés d'augmentation à l'échelle globale mondiale d'ici la fin du siècle. En Afrique, ça va être de l'ordre de 4 à 5 degrés, avec tout ce que cela implique en termes de pression sur la ressource en eau. L'agriculture exigera beaucoup plus d'eau parce que la demande évaporative sera plus importante, donc les plantes auront plus besoin d'eau pour se rafraîchir et pour se développer que d'habitude, et également tous les autres secteurs de l'eau, que ce soit pour la consommation humaine, que ce soit pour toutes les autres activités des secteurs de développement. Donc on aura besoin de beaucoup plus d'eau, alors que, comme on l'a vu, la ressource est disponible mais difficilement mobilisable. À cela s'ajoute donc la croissance démographique qui est élevée. Donc l'Afrique est le continent le plus jeune et c'est le continent où on a la croissance la plus importante au niveau du globe. Les capacités restent moyennes et limitées. Je disais tout à l'heure les capacités humaines sur le plan technique, mais également les capacités matérielles restent limitées et la gouvernance de la ressource en eau reste à améliorer. Alors pour l'atténuation et l'adaptation, des priorités absolues pour protéger les populations et rétablir l'intégrité de la ressource en eau. Donc ce sont deux exigences. Là on parle d'adaptation, mais je dirais même que la ressource en eau est très très importante aussi pour l'atténuation, parce que l'atténuation se fait aussi à travers les couverts végétaux, à travers l'agriculture, à travers les forêts, et ces secteurs-là nécessitent aussi de l'eau pour rester en place et pour se développer. Donc nous avons d'immenses besoins financiers pour être à la hauteur de ces enjeux.
Alors, l'approche de l'OSS dans le cadre de montage de projets, c'est d'essayer de concevoir des projets combinés où la ressource en eau est un volet essentiel et est intégrée avec d'autres secteurs et d'autres activités. Donc, comme on le sait, il n'y a pas de bailleur de fonds spécifique et dédié à la ressource en eau. Par contre, il y a des guichets, les guichets climatiques, le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat, sont des guichets qui financent des activités et des projets et des programmes sur les changements climatiques et aussi sur l'eau. Donc, ce que nous avons fait à l'OSS, tout d'abord, on s'est accrédité au niveau des principaux fonds, donc le fonds vert pour le climat et le fonds d'adaptation, et nous avons commencé à développer avec nos partenaires des projets où l'eau est un élément central. Donc, j'ai pris quelques exemples là de projets que nous conduisons actuellement au niveau de la région, en Afrique, et où l'élément central est l'eau. Nous avons par exemple un projet, le projet DRESIA, sur le renforcement de la résilience des populations, des agriculteurs et des pasteurs à la sécheresse, à travers notamment la mise en place de systèmes d'alerte précoce et aussi l'amélioration des conditions de vie et le renforcement de la résilience des populations. Donc ce projet-là est mis en œuvre dans la région de l'IGAD, en Afrique de l'Est, avec Kenya, Ouganda, Djibouti et Soudan. Nous avons également un autre projet Eureka en Ouganda sur la gestion des ressources en eau. Et ce qui est paradoxal ou bizarre, ça peut sembler bizarre, en Ouganda, nous sommes en train de gérer les deux extrêmes liés aux problématiques de l'eau. Au nord, nous avons des sécheresses, donc nous sommes en train de gérer la pénurie d'eau, et aussi au sud, la gestion porte essentiellement sur comment préserver les populations de l'impact des pluies torrentielles et de l'impact des inondations. Donc au niveau d'un seul pays, c'est la totalité. Donc nous avons la gestion de la pénurie et la gestion de l'excès. Nous avons également un autre projet actuellement en Afrique de l'Ouest, c'est un projet qui vient de démarrer aussi avec le fonds d'adaptation, qui porte sur 13 pays donc subsahariens de l'Afrique de l'Ouest et qui porte sur l'adaptation de la riziculture à travers l'utilisation de variétés qui consomment moins d'eau et de techniques également qui consomment moins d'eau. Donc le riz est une denrée essentielle pour l'alimentation de toute cette région-là. Malheureusement, c'est une denrée qui consomme beaucoup d'eau et l'idée n'est pas de stopper la production de riz, mais plutôt de trouver des techniques et des alternatives à cette production qui consomme pratiquement le 10e de ce qui est consommé actuellement. Nous avons également un autre projet au niveau du fleuve Sénégal qui porte aussi sur l'amélioration de la résilience des communautés vulnérables. Et ce projet-là est mis en œuvre avec nos partenaires du RIOP, non, du fleuve Sénégal, pardonnez-moi, c'est sur l'agence de gestion du fleuve Sénégal, et qui porte également sur les questions liées à l'eau. C'est pour vous dire que la nature des activités d'un projet qui peut paraître de développement, qui peut paraître d'agriculture, la question de l'eau reste essentielle. Nous avons aussi d'autres projets, le projet Adaptwap, nous avons les collègues du Niger qui participent avec nous à ce Side Event, qui sont impliqués avec nous dans ce projet-là. C'est un projet d'adaptation au niveau des 3 pays, Niger, Burkina et Bénin. Nous avons également avec nous dans cette salle-là notre partenaire Humana People to People, avec lequel nous avons au moins 2 ou 3 projets qui vont démarrer bientôt, dont l'un est en Afrique australe, Namibie et Angola, sur l'amélioration de la résilience des populations au changement climatique, notamment sur des questions liées au stress hydrique. C'est pour vous dire qu'il y a une multitude de manières et de façons d'aborder la question liée à la gestion des ressources en eau en lien avec les changements climatiques. Alors, je vais finir par une synthèse des leçons apprises de l'exercice et des activités de l'OSS sur les questions liées à l'eau dans la région. Tout d'abord, sur les connaissances, il faut soutenir l'acquisition des données et informations fiables, donc à travers la mise en place d'outils et des dispositifs
de collecte de données. Il faut promouvoir les échanges d'informations et de bonnes pratiques, renforcer les capacités techniques et institutionnelles des partenaires et des acteurs sur le terrain. En termes de gouvernance, il faut encourager la gestion concertée des masses d'eau partagées. Il faut promouvoir une gestion intersectorielle de l'eau, et c'est un aspect très très important. Et il faut adapter les cadres législatifs et institutionnels au contexte actuel. Les textes, les lois dont nous disposons dans la région datent j'allais dire, presque de quelques décennies, ou peut-être même pratiquement d'un siècle pour certains, et il faut les actualiser pour tenir compte des nouvelles exigences et du nouveau contexte dans lequel nous vivons. En matière d'action concrète d'adaptation sur le terrain, il faut identifier et mettre en place des solutions fondées sur la nature. Donc, on travaille avec la nature pour préserver la nature, parce que la nature est l'habitat de l'être humain, l'habitat des populations, mais aussi c'est l'infrastructure de base pour leur développement économique et social. Il faut promouvoir les activités génératrices de revenus, donc c'est une question très très importante pour les populations, et toujours sensibiliser et accompagner les populations, parce que ce sont les acteurs de terrain, ce sont eux qui souffrent des réalités, et ce sont eux qui vont contribuer à créer ce paradigme shift en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très très long, monsieur le modérateur, monsieur le président, et je suis là avec vous pour des questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif, cher Nabil. Merci d'avoir rappelé effectivement la vulnérabilité africaine globalement à tous ces changements liés à l'impact du changement climatique, et d'avoir rappelé aussi combien l'eau, l'utilisation de cette ressource en eau est intégrée à l'ensemble des usages humains, des activités humaines qui interviennent sur tous les différents bassins. Nous y reviendrons au moment des questions. Alors, nous allons un petit peu changer l'ordre prévu pour les panélistes afin de s'adapter aux quelques soucis techniques. Et donc, je vais me tourner tout de suite vers Anselme Duchereau, directeur de l'environnement et du climat auprès de la GIZ, donc l'agence de coopération allemande. Alors, question très simple, Anselme, quelles sont les expériences de la GIZ dans la gestion, en particulier dans la gestion transfrontalière de l'eau et dans l'incubation de projets en Afrique? Et je vois que la régie, merci beaucoup, a présenté les transparents. Il faut peut-être prendre le petit bip. Anselme, the floor is yours. I think you will be speaking in English. Oui, merci beaucoup, Eric. Effectivement, je vais parler en anglais parce que la présentation, je pensais que c'était un panel un peu plus anglophone. Donc la présentation en anglais, ça va me confondre si je parle en français maintenant. Donc merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de faire part de cette discussion qui est au centre aussi de la coopération allemande, bien sûr. Peut-être pour le rappeler, donc, je ne suis pas directeur de tout ce secteur à la GIZ, mais seulement au Maroc. Mais, so thank you very much. Maybe just to start, to remember that GIZ is not a donor. GIZ is an implementing agency. We work for belonging to the German government, and we mainly implement projects on behalf of the German government, on behalf of some other countries or organizations too, but mainly for German government and mainly for the Ministry of Cooperation, BMZ. And nevertheless, we are quite involved also in preparing investment projects through technical assistance and through accompanying measures. And this is mainly what I will be talking about right now, to see how that fits with the challenges of the 100 Water and Climate projects. So, there's a small little agenda. I will talk about our portfolio, GIZ approach, and then maybe talk about 3 concrete examples of our projects, mainly focusing on cross-border or multi-country projects, and then finish with some lessons. Maybe the numbers are here. You can see them in that presentation.
As I said, water is in the heart of cooperation. It's a big priority. We have currently more than 90 projects underway in 15 countries, and yearly, for example, in the year 2020, the commissions of the German government or other donors were 175 million euro, increasing. The trend is increasing lately and constantly, I think, and most of the projects are in Africa. So a big co-funder of our project is always the EU, as you might know. We are in all the sectors that had already been mentioned, so water supply and sanitation, WASH projects, more and more in that philosophy of circular economy. In the cities, we obviously have a strong portfolio also in integrated resource management, and Nexus projects are also found quite often. Then we have you have to have a long neck here to see your own presentation. Yes. So with regard to regional projects, maybe this is of interest. So we work with 8 basins organizations for regional cooperation mechanisms. Among others, we work with OSS, for example, and since long years. And obviously with all the member countries of the regional cooperations. And in Africa, our focus is on Niger, Nile watershed, Ruzizi, and the Lake Chad and Lake Kivu and other basins in the SADC area. So there are still 16 countries where Germany has a priority on water in all its development efforts. And I think nine countries of these are in Africa. And which has to do, obviously, with the worrisome developments that Nabil just described. With regard to the approach, it's all you probably, most of you know these things. We work along the principles of integrated water resource management when it comes to these kind of projects and one principle which is very dear to us and we keep on repeating is the multi-level approach. So we try to be in the countries as well on the national level as well as on the local level, because we strongly believe that to design the correct policies, you need to have the experience of the local level. And vice versa, to assist local communities, you obviously have to align to national policies and opportunities also. So maybe with regard to watersheds specifically, one of the really important questions there is to foster the dialogue between the countries of transborder watersheds, to identify maybe also incoherences or differences in national regulations, things like tariffs and regulations for environmental and appraisals and so on and so forth. We help to develop basin-wide policies with these countries, and we help to also build the capacities that were mentioned with regard to knowledge-based management of these basins. So with climate change more and more relevant, the capacity to deal with the climate data, the accessibility to data, the establishment of data systems, and obviously more and more also the use of digital instruments and remote sensing to analyze all kinds of questions related to water resources. So another technical issue which we focus more and more in the frame of climate change
is different tools to do climate proofing of projects and especially of infrastructure projects. One famous project is obviously with the African Union, the Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA, very ambitious aims to mobilize more than $30 billion and to create 5 million jobs. There's a support mechanism. 2 minutes? Okay. There's an important support mechanism which in the frame of which we work, which has been established by the African Union and the African Union's agency. So we have a team of all kind of specialists, legal specialists, technical specialists, and also financial specialists that help the project developers in every stage of their project development to kind of early identify bottlenecks and try to find solutions for them. And we developed a tool which help these project developers to certify the excellency of their respective development stage of this project, of this infrastructure project, in order to facilitate resource mobilization and dialogue with the donors, that is to make them bankable and to build up pipelines of bankable projects. Another very similar project is together with SADC. So a similar approach, as I said, there the focus is more on these questions of policy coherence, dialogue between the countries, and providing the necessary study also with demands from the donors in tricky issues such as gender equity, or social standards, where quite thorough studies are necessary, and for which oftentimes there is no money and no resources and no time resources. Last example is a bilateral project. There, in an ambitious country like Morocco, we can already go beyond the, let's say, traditional integrated water resource management. We already focus on rural resilience. That is a whole of government approach. This is made possible by quite ambitious policies of the Moroccan government that invests a lot of money in there and has quite already Bassin's organizations and other actors that are quite well prepared for more ambitious and intersectoral projects. So I finish with a couple of conclusions which are not surprising, mentioned also by Nabil and Eric. So this is again, resources are obviously necessary, but oftentimes they are not the most limiting factor. We lack capacities almost on in many regards. Basically, and when it comes to project development, the planning capacities needs to be strengthened, and the understanding of climate finance and the demands from donors to develop these projects. Then all the capacities also to maintain and conduct infrastructure projects. We think that in investment projects, technical assistance can't be just an add-on or something which is nice to have, a small part, but needs to be in the core of the project design. This is absolutely fundamentally important for the success of these projects. And we also think that water management, we need to go more and more into decentralized management approaches. We have to be more courageous in terms of subsidiarity, and we have to strengthen watershed basins organizations and actors for this. Thank you very much, Eric. Sorry, I hope I'm in the time. Merci Anselme, merci beaucoup pour ce témoignage sur la vision de la GIZ, les projets concrets menés par la GIZ, et pour ce partage de conclusions
que nous partageons nous aussi au RIOB, et en particulier sur l'importance d'avoir les capacités nécessaires au montage et au suivi de projets dans toutes les institutions bénéficiaires. Après ces témoignages justement de bénéficiaires de projets, d'agences de mise en œuvre, nous allons regarder du côté des bailleurs, du côté des financeurs, et nous commençons par un financeur français, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et nous avons normalement en ligne Monsieur Hervé Gilliard. Hervé Gilliard est responsable des projets de coopération internationale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et je le vois apparaître à l'écran. C'est parfait. Hervé, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Eric. Très heureux de participer à cet événement cet après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter aujourd'hui l'engagement des agences de l'eau dans l'initiative 100 projets eau et climat pour l'Afrique. Alors, donc l'engagement des agences de l'eau, donc les agences de l'eau françaises ont été associées à cette initiative qui a été prise par le président de la République en 2017 à l'occasion de l'accord de Paris. Et l'engagement des agences de l'eau a été de permettre l'émergence d'une vingtaine de projets d'incubation d'ici 2022. Alors évidemment, en fait, les thématiques sont proches de nos domaines de compétences, puisque ça concerne bien sûr les ressources en eau. Trois exemples de thématiques de compétences. Par exemple, travailler sur l'amélioration de la connaissance sous la forme d'un appui à la mise en place d'un réseau de surveillance de nappes souterraines qui sont en déficit ou d'un réseau de mesures pour la qualité. Autre thématique, appuyer également à l'élaboration d'une stratégie, un sujet plus global, d'une stratégie d'un plan d'adaptation au changement climatique. Et puis c'est aussi éventuellement appuyer des acteurs locaux pour définir des choses beaucoup plus concrètes, des projets d'infrastructures vertes qui permettent de lutter contre l'érosion des sols, le ruissellement des eaux, permettre la reforestation pour la rétention. Voilà, un certain nombre de projets, de solutions fondées sur la nature. Donc, ce que je voulais quand même dire, c'est expliquer pourquoi les agences de l'eau aujourd'hui sont engagées dans cette initiative. Alors, il y a deux grandes raisons, deux raisons majeures. La première, c'est que les agences de l'eau, en fait, sont des établissements publics qui ont un rôle important dans le domaine de la politique de l'eau en France. Alors, on exerce cette compétence-là depuis une cinquantaine d'années, donc on a accumulé un certain nombre d'expériences et d'expertise. Et en l'occurrence, on accompagne à la fois sur le plan technique et sur le plan financier des porteurs de projets, des usagers de l'eau de nos bassins qui s'engagent sur des projets pour améliorer donc l'eau, la ressource en eau, donc préserver la ressource en eau, mais également la biodiversité. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que depuis une quinzaine d'années, les agences de l'eau sont aussi impliquées à l'international, alors sous deux formes. D'une part, sous la forme d'un soutien financier à des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement, donc ça rejoint l'ODD 6. Ça, c'est une contribution apportée par les agences de l'eau, puis également sous la forme de partenariats institutionnels que les agences de l'eau ont passé avec des autorités étrangères qui ont aussi une compétence en matière de gestion de la ressource. Et aujourd'hui, il y a Et dans le cadre de ces partenariats, on fait donc un partage d'expérience, un appui technique, voilà. Donc pour toutes ces raisons, en fait, donc l'initiative 100 projets était pour les agences une réelle opportunité pour déjà renforcer ces dynamiques partenariales sur des choses relativement concrètes et qui concernent tout le monde, bien sûr, et puis aussi partager notre expérience en matière je dirais d'action, d'adaptation au changement climatique, puisque les 6 comités de bassin des agences de l'eau ont défini un plan d'adaptation au changement climatique en 2015. Donc, je ne sais pas si on visualise les slides, mais je continue. Donc, on est aujourd'hui,
sur les 20 projets, hein, sur l'engagement, donc on n'a pas atteint totalement l'objectif. Hein, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur 13 projets d'incubation en cours. Alors quels sont un petit peu les critères, le contexte de ces projets d'incubation? La première chose, c'est que chaque projet est doté d'une subvention relativement modeste, mais qui est quand même significative, de 50 000 €. Hein. L'idée étant ensuite, bien sûr, d'avoir un effet levier de ces subventions-là. Le deuxième critère, la deuxième condition qu'on avait fixée collectivement, hein, c'était que ces projets d'incubation se placent dans le contexte des partenariats institutionnels dont j'ai parlé tout à l'heure, entre les agences de l'eau et puis les autorités étrangères compétentes en la matière, qui sont d'ailleurs de différentes natures hein, selon les pays. Hein. On travaille aussi bien avec des autorités de bassin quand elles existent, des ministères, des organismes transfrontaliers, mais ça peut être également des autorités locales, comme des groupements de collectivités, voire de façon plus rare, des ONG. Et puis le troisième critère, bien sûr, c'est que ces projets d'incubation soient suivis techniquement, qu'il y ait une coordination, qu'il y ait un monitoring. Donc en l'occurrence, hein, c'est l'Office international de l'eau, donc qui est l'opérateur technique de ces projets d'incubation, étant entendu que l'Office international de l'eau intervient également dans le cadre des partenariats et aussi l'opérateur technique pour les agences de l'eau françaises des partenariats institutionnels. Alors, les 13 projets en question, bon, mais quelques mots hein, sur, je dirais, leur localisation et puis leur délimitation. Alors, c'est principalement des projets qui sont localisés en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, Sénégal, Bénin notamment. Et puis, pour ce qui est des territoires d'intervention, je dirais qu'ils sont assez divers selon le pays et puis selon la nature du projet concerné, hein, puisque certains projets concernent donc des groupements de collectivités, comme par exemple au Bénin, sur la lagune côtière en aval du bassin du Mono. Donc, c'est quelques milliers de kilomètres carrés. Puis, ça peut concerner aussi des territoires relativement importants, comme le fleuve Sénégal, avec l'organisme transfrontalier du fleuve Sénégal, l'OMVS. Et puis je voulais terminer ma présentation en donnant une idée du contenu donc des projets d'incubation, en prenant l'exemple au Burkina Faso d'un projet d'incubation qui porte sur la valorisation des sous-produits de l'assainissement en engrais naturels. Donc l'idée de ce projet d'incubation, hein, le point de départ de ce projet d'incubation, ben, c'est de démultiplier des latrines agroécologiques, hein, qui consistent à faire une séparation entre l'urine et les excréments pour ensuite être conditionnés en fertilisant naturel et utilisés localement pour l'agriculture vivrière. Cette incubation-là, en fait, elle a trois objectifs. Elle a l'objectif d'amélioration de la santé parce qu'on est sur une action d'amélioration de l'assainissement. Également une contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire basée sur un modèle agroécologique. Hein. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'agriculture vivrière puisse s'appuyer sur des fertilisants naturels locaux et soit moins dépendante des engrais chimiques, et puis aussi une contribution contre la lutte contre l'érosion et la désertification. Ça s'inscrit, ce projet d'incubation, dans un partenariat historique existant avec l'agence de l'eau du Nakambe, hein, qui est une très ancienne, un partenariat très ancien qui remonte à 2010. Et puis ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est aussi appuyé sur des retours d'expérience de projets que l'on a financés, que les deux agences ont financés, et qui ont permis de démontrer l'intérêt de ce type de démarche-là, à la fois pour les populations, pour l'agriculture locale et puis aussi pour l'environnement. Alors, principaux résultats de cette incubation-là. Alors, c'est une incubation qui n'est pas totalement achevée. Hein. La pandémie de Covid-19 a été problématique pour avancer ces 2 dernières années sur ces projets-là. Alors, quelques résultats. Hein. Premier résultat, on a sélectionné 4 collectivités, municipalités, sur la base d'enquêtes auprès des populations et puis sur la base d'analyses techniques spécifiques. Une estimation, pour le coup, des projets qui pourraient être financés a été réalisée hein, sur les différentes composantes, composantes infrastructures, composantes solutions fondées sur la nature pour lutter contre l'érosion des sols et puis composantes suivi agronomique.
Et donc cette estimation est de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc là, on voit qu'on aura un effet de levier vraiment intéressant de 1 à 100 hein, entre la dotation initiale pour l'incubation et les projets en tant que tels. Et puis voilà, la dernière étape qui restera à faire sera ensuite bien sûr de solliciter les bailleurs potentiels. Voilà très rapidement ce que je voulais expliquer sur cette initiative et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Hervé pour ton intervention. Désolé pour le petit problème technique que l'on espère avoir pu solutionner correctement à la fin. Et désormais, je souhaiterais me tourner vers un autre appui financier qui est celui du Fonds vert pour le climat, avec l'intervention de M. Hubert Génie, qui est le spécialiste principal pour les infrastructures. Hubert, je te laisse la parole sur une question. Est-ce que le changement de paradigme en sécurité hydrique génère plus de projets d'adaptation et de résilience sur notamment la résilience des infrastructures et des personnes? Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Edouard. J'ai fait la présentation hier en français. Je vais la faire en anglais aujourd'hui. Alors hier, elle était surtout basée sur les projets. Et aujourd'hui, c'est plus, de manière à ce que je ne me répète pas, plus basé sur la programmation du Green Climate Fund. Je vais partager ma présentation si possible. Est-ce que tu y parviens? Can you see the presentation? Not yes. It's on our back, but yes. Right here. You can pass this. Oh, it's not there anymore. Can you do it again? We saw it briefly. Yep. Okay, take two. Okay, so basically, Green Climate Fund has been working over the last 12 months on producing sector guide in the 8 result area of the Green Climate Fund. And I was in charge of the water sector guide. And this sector guide will be published for external comment from next week. It will be posted on our website. And we'll organize a webinar to address the comment between the 7th and the 9th of December so that we can publish it early next year. So it has been a very interesting exercise for the Green Climate Fund staff to reflect on how we should handle project and what is the paradigm shift for water. And we end up agreeing that this paradigm shift was water security. So then how to link climate change impact of water security with the Sustainable Development Goal number 6 on water and sanitation. I remind you that Green Climate Fund worked through accredited entities. Most of the multilateral development bank and international financing institutions are accredited entities, and they always have a little problem to realize that actually development impact for the Green Climate Fund is secondary. Basically, the only question I want you to ask is the project you propose, the problem is induced by climate change or not. If it's a development project, bad water management that you are going to address, fine, but please go and see one of the MDB and not the GCF. So this chart I present is from actually from German, from the Ministry of Research and SIDA Sweden. They identify 724 climate action under SDG 6. And so that's basically what we're looking at. And we're looking at, from the UNESCO water report, basically key water-related impact from climate change lead to increase in water-related disaster, increase in water stress, and increase in fatalities from waterborne disease induced by poor water quality.
So under water security, we define two pathways. The first one is mostly mitigation based on water conservation, water efficiency, and water reuse. So a lot of focus on demand management. Before you start climate proofing your infrastructure, are you basically, how do you manage in terms of water conservation, demand management? Introduction of smart water system, as well as a decentralized management of water and wastewater, including in an urban context, and of course, resource recovery to work along circular economy principle, mostly with the sludge, biogas recovery, but also working on the nutrient. The second pathway is more linked to IWRM, Integrated Water Resource Management, which is at the core of SDG 6 and water management. So those are the big adaptation project where we use ecosystem-based management, or alternative name is a nature-based solution. We look at alternative water source, basically water reuse as a water source, as well as rainwater harvesting and stormwater harvesting in the case of sponge cities. And this is a new asset class for GCF, so we can finance a project dedicated on this. And at the moment, I'm working with the Development Bank of South Africa on the National Water Reuse Program. Very interesting project. So basically, what we have when we look at the program of the portfolio of GCF is that 84% of the project are adaptation. And cross-cutting, which means they are a mix of adaptation and mitigation, is 16%, the balance. And we are looking at resilience across infrastructure, so basically climate proofing, in agriculture, disaster risk resilience. There is a dedicated sector guide on climate early warning system, also a sector guide on health, energy, and ecosystem management and climate smart system for both water and agriculture. Now, in terms of promotion of access to finance, the GCF will give about $1 million per recipient country per year in order to help them structure the country program for GCF funding based on the NDC and the National Adaptation Plan. And this is basically the pipeline that the accredited entity and the direct access entity from will take project and submit to GCF for consideration for financing. National Adaptation Plan, we give a one-off $3 million per country in order to start on the National Adaptation Plan. Unfortunately, only few of the NDCs have included a National Adaptation Plan. The focus of the NDC is mostly on mitigation. And also for each project, we have a project preparation fund where we can allocate up to 1.5 billion per proposal. We also have a roster of individual consultants that can come and help an accredited entity or a national designated authority to prepare the country program, to prepare concept note, or to finalize and address last mile issue from the funding proposal. So basically, the GCF is here really to assist the countries and develop bankable projects for water and climate in general, and Africa in particular. I remind you that Africa is one of the priority of the Green Climate Fund. So any project in Africa will basically get top priority from us. So if you look at the geographic distribution per project amount, about 1/3 of the project are in Africa. In the water sector, we have about $1.5 billion approved, and 1/3 is in Africa. If we look by number of projects, it's about 25% of the projects are in Africa, which tend to see that projects are bigger in Africa than they are in other parts of the world. The second graph basically shows you that half of the projects are water and sanitation and hygiene project, community
climate resilience, but community-driven type of project. And the rest is flood management, drought management, and IWRM. The interesting things to note also about the GCF portfolio in the water sector is 100% of the 1.5 billion. We contribute 600 over million out of this 1.5 billion is on grant. There is no concessional loan given, which basically limit the size of the project. So we believe that we could do bigger adaptation project if the recipient country can agree to take some concessional loan. And the high concessional window of GCF is quite good. It's about 40 years with 0% interest. The other feature of the portfolio is there is zero project from private sector. And we are working to address this. So if we look at the global portfolio of the Green Climate Fund against Africa, basically at the moment GCF has approved about 10 billion of funding, 1.5 billion for water sector, 10 billion overall. Again, about 1/3 is going into Africa, 37%. One of the features I talk about accredited entity, we have what we call direct access entity, not only in Africa, but all over the world. So I've listed the direct access entity. Usually you have one per country. They are either government-owned or semi-government-owned, and a vehicle to pass, to submit project. So for example, Development Bank of South Africa is one of the large accredited entity. Usually direct access entity are smaller in size and need a lot of hand-holding in order to prepare project. And again, this is some number on the readiness support we have provided for the project submitted to GCF. So there is really a system to assist project development at the Green Climate Fund. So water is a human right declared by the UN General Assembly in 2010 that led to the FDG and now the SDG 6. You can see the graph on the top right is basically no private sector funding in the water sector. And even though water is a public good, there is still opportunity to grind in private finance. And we need to do two things. There is just not enough public finance to finance the infrastructure gap. And we also need the expertise from the private sector. Hubert? My apologies. We will have to wrap up. We have. Yeah, this is the last slide. Okay, thanks. Yeah. So opportunities, basically, we are here, the GCF, to foster NDC and NAP, and for water-related climate mitigation and adaptation. I know the focus of this conference is adaptation, but since we have 84% of our project in adaptation, we're basically trying to find more mitigation project, which is the other way around. And as coined by World Bank, basically saying water is to adaptation, what energy is to mitigation. Thank you very much. Thank you, Hubert, for this intervention. You've shown quite clearly that water is a cross-cutting resource. We find it just everywhere, and it's sometimes difficult for donors to even highlight what is a percentage of their portfolio that is related to water, precisely because when you are dealing with an agricultural project on adaptation, well, of course, you will find some water in there, but water is also cross-border, and this is what we will see next with Mr. Anders Jakersgaard, who is the Water Resources Management Specialist of the World Bank. And here, my question would really be about transboundary waters indeed. Could you please present the program of the World Bank on that issue, how it also address the interest of adaptation to climate change in transboundary basins in Africa? Thank you, Anders. You have the floor. Thank you very much. Let me see if I can share the PowerPoint. Do you see it now? I assume it's loading, yeah, because this is what has happened. Yeah, it's on.
It's on. Okay. Thank you very much. First of all, my name is Anders Jägers. I work as Transboundary Waters focal point globally for the World Bank. I'm also working in the MENA region in particular, but also in the Africa region. And I'm going to present this starting at the global level with the World Bank approach, then zooming in specifically on Africa, drawing from our big trust fund, the Cooperation in International Waters in Africa, the CIVA program. So starting at the global level, we all know, and the people in this session will be familiar with most of these issues. So I'm going to go relatively quickly here. We know that most of the world's surface is covered by transboundary basins. There are some 310 or so, still counting, river basins across the globe, and there are over 500 transboundary aquifers, groundwater, shared groundwater. So it's obviously, and as you look at the map here, a key issue to address globally, but not least also in Africa. And with the increasing development, population growth, climate change, which is of course the focus here, the reliance on transboundary waters will increase. Not least looking at transboundary waters agreements, often focusing on volumetric allocation as opposed to percentages. And when climate change will come, or it's already there in many basins, the variability, the ups and downs of the flow will increase. That means that rarely these volumetric allocations will be met, which puts some of these challenges into perspective. It also presents not only challenges, but opportunities for cooperative water resources management and development, I'd say, for poverty reduction and shared prosperity, which are the twin goals of the World Bank. I won't go through all of this here, but since the focus is on incubation of projects, I'm going to zoom in a little bit more on the facilitating of investments. We've done over the last year or so a review of stock taking of what the World Bank has done and achieved in transboundary water support through over the last couple of decades. And when we look at this is the global figure, we facilitated around 25 billion of investments, managed also risks, because it's not only water we're talking about here, it's the risks that not adequately managing water presents to other sectors. So 46 million, about 10% of the portfolio is challenged through this. We also have important, less tangible, intangible, we call them, aspects happening. And those would be the sort of the trust, the social capital, the networks that are being built through the support to transboundary waters. It's an increase also in capacity to deal with water and transboundary waters and the human capital. And what we are hoping to support the clients, the countries to move towards is a shift away from a notion where countries see my gain will be your loss and vice versa, and moving away from these zero-sum debates where countries can see that if they work together, the total outcome will be better than if they would work unilaterally. And it will help also to prevent conflict over these resources and beyond. If we look at the regions here, and I won't go through all of them here, but if you look at some of the investments, particularly zooming in on Africa, we can see that over the last 8 years or so through the CIVA program, we've influenced investments close to 8 billion, and it's benefited 46 billion people. And you see some of these areas where we have supported. Now we'll go a little bit deeper into this. So the Cooperation on International Waters in Africa Trust Funds presented an opportunity, and it built upon earlier engagements that the World Bank had through, for example, the Nile Basin Trust Fund, which focused only on the Nile. But CIVA then became continent-wide, looking at the opportunities that the bank had to support the countries wanting to move
towards better cooperation on transboundary waters. River basin organizations, as has been discussed by previous speakers, are of course important in supporting this, but also working through REC, regional economic communities, has been important. And where we see that we can come in also, perhaps adding a little bit of extra value, is that we can bring in the World Bank expertise, drawing from one region, Central Asia, for example, and see where that the lessons learned there can support what's being developed in Africa, and also seeing what the lessons learned in Africa can mean for other regions. So there is a sort of a two-way communication here between regions that the World Bank teams, together with the partners and client countries, are able to achieve here. And I'd like to say that when we're looking at incubation of projects in Africa, I think the lessons learned in Africa are, and I want to highlight that also, important for other parts of the region, of the world, other regions, because it is, or even though a lot is still to be done, many lessons and approaches that have been tried in Africa also are pointing to important lessons for other regions. So let's look a little bit deeper on what the World Bank has supported through the help of the development partners that are part of this trust fund. It's a 15-year vision. It started SIVA in 2013. It's going to run until around 2026 at present, but possibly even longer. Targets 200 million in investment in financing through grants, but it also then would like to influence 10 billion in investments. And as you saw on previous slides, we've come to around 8 of those. So we're really well underway to reaching that goals. But there's more that can be done as well. And what we do is, of course, supporting larger basins, Nile being the largest engagement, but also other basins. But we also want to be nimble and flexible in finding opportunities that may arise suddenly or relatively suddenly to come in with the support to a basin, to a regional organizations that may be nascent but have promise. And those we call catalytic investment. And we also do regional ASA, and sorry for the World Bank acronym here. It's regional analytical work that can help bring about, implemented together with clients, work and ideas that may promote transboundary cooperation even further. And that the idea is that can lead to further programming and larger projects. The results so far, and if we look at some of these basins, I won't go into the details here again, but zooming in a little bit on the Nile again. Even though the Nile is currently facing some challenges, if we look at a trajectory over the last couple of decades, I'd like to view it as a glass half full rather than half empty. When we started and supported based on a request from the Nile Basin countries to come in and support them some 20 years ago or so, it was hard to get the countries to sit in the same room and discuss. And what we're seeing now is that apart from just developing information and sharing some data, also actually advancing investments in this space has helped through this support that we've been able to give and provide. And I want to spotlight on what we call the 3 I's, which is sort of guiding most of our engagement. This infrastructure, institutions, and integration or information. Rusumo Falls, I mentioned, that's a 3-country investments in the headwaters of the Nile for hydropower and hydroelectricity, benefiting, and that's on the way. I would highlight also on the institutional side, the OMVS, and how that has helped to bring also Guinea into the picture here and allowing them to participate in the work of OMVS. Again, coming back on information to Nile, we've developed, or we have not developed, the countries and the institutions, Nile Basin Initiative have developed the integrated knowledge platform, which is the one-stop shop where all the information will become available for anyone
not only people in the basin, but everyone. My apologies for cutting you off, but it seems that we have 2 minutes left for the whole event, and I will have to really stop you now. My apologies. No problem. This was my final slide, and we're happy to share this as well. And thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Without further ado, I leave the floor to Mr. Abu Amani from UNESCO for the conclusion of this event. We are honored to have you here. Thank you very much, Edouard. Thank you for this opportunity to say a few words as a conclusion, particularly to highlight key messages which come out from the very rich discussion of this session. The objective of the session is how to boost the development of projects of adaptation to climate change in river basins, lakes, aquifers, rivers. So in order to do that, within the discussion, a lot of things have been identified. But let me start with the obvious one, because if you are thinking about adaptation when it comes to climate change vis-a-vis water issue, we need first to ask the question based on what we need to take action. So the obvious question is, what do we know in order to take a decision? So we cannot manage something we cannot measure. So this is the key element. So the knowledge is one of the key elements vis-a-vis the strategy which will be put in place. Now, we need also to think about the type of project do we need, because when it comes to water and climate change, water cut across all the issue of development in Africa. And in that regard, climate is a key link with all the action of development within many African countries because of the type of their economy. So through this session, we realized that we have many opportunities when it's come to developing projects on adaptation to climate change. The session clearly highlighted that the funding is not really the most important factor. We have many opportunities in funding projects of climate adaptation in Africa. Some examples were highlighted by some partners. We have the Green Climate Funds, which clearly highlighted they have been doing a lot of things in Africa when it's come to financing projects related to climate change. Adaptation, which is the key, most part of their financing. Of course, they are also financing the issue related to the mitigation and also the mixture of that. We also hear about bilateral contributions of funding and also multilateral contribution of funding. So it looks like funding should not be the key challenge. The key challenge is really to have bankable projects. We need to have those projects which are relevant to be financed within those windows of funding. So we need, in that sense, to build capacity in preparing bankable projects. And this is many things which were identified within the presentation with lesson learned, that bankable project issue was really an issue which was emphasized by many interventions. And in that regard, we need to build capacity in preparing projects from the initiation of the project till the implementation of the project. So we need to bring on board those who will benefit from the project so that the project can be properly crafted, co-designed,
so that it can be co-implemented for the need of the beneficiaries. Another also element which was identified is related to the lack of private contributions. And this is very, very important, because for some type of investment which are going beyond the capacity of public funding and also the multilateral funding, when it comes to infrastructure, we need a very important amount of budget. We need to bring on board private funding. And this, again, an issue which was raised and where I think there's a lot of work to be done on that, to mobilize more private partners so that they can complement the funding which is not enough from the public finance. Now, implementing bankable project, I'm coming back on this because it depends also on the level of intervention. If you want to work at the level of transboundary systems, where we have many countries, we need to emphasize on the need of cooperation so that stakeholders and partners should work together in order to have bankable projects which take into account the issues identified within the different countries participating in the project. So that cooperation is extremely important, which has to be considered. So in a nutshell, we should consider the issue of information, the issue of institution, and also the issue of infrastructure. So these are, from my perspective, the key messages which we can consider. Of course, not all of issues discussed during the session are highlighted in this conclusion, but we believe that one of the key aspects really concern supporting building capacity in preparing bankable projects. There is a lot of opportunity of funding of climate change adaptation project in Africa. But we realize that lack of capacity of preparing bankable project is one of a parameter which is hampering providing substantial funding, because some of the projects are submitted. Unfortunately, they are not in line with the requirements and they are not supported. So we believe that that issue, at least if we're able to address this issue of capacity, it will be an added value so that capacitated institutions and people can prepare bankable projects so that they can go and benefit from those funding windows, which are available now more and more through multilateral, bilateral, and also private sector's support. So thank you very much for this opportunity once again, and we are looking forward to continue engaging with you in this very, very important topic, building adaptation and building resilience in Africa, so that development in Africa could be resilient development, not hampered by any shock when it comes to related to climate change. So that the development could truly be sustainable. So thank you very much.